encore peut-être de vous présenter votre parcours ludique et peut-être aussi justement les associations dans lesquelles vous avez été ou dans lesquelles vous êtes. Et on parlera donc des associations dans vos différents pays et aussi peut-être du tissu associatif de manière générale lors du live. Vu que tu es juste à côté de moi, Max, je te propose d'être le premier à commencer. Donc, qui es-tu, Max? Alors, Max Hafniard, président capitaine. Je suis un vieux rôliste qui a beaucoup fait du jeu de rôle grandeur nature avant de faire du jeu de rôle. Donc, c'est plus là-dedans notamment que j'ai été présent dans des ASBL, comme on appelle ça chez nous. Ce sont des associations sans but lucratif. Ça ressemble à vos associations culturelles loi 1901, mais il y a des possibilités qui existent chez nous qui n'existent pas chez vous. Par exemple, on pourra en parler une fois si ça vous intéresse. Ah! On a notre demi suisse qui est là. Oui, salut, vous m'entendez? Voilà. Ça marche. Salut Benjamin. On t'entend. Ouais, vous m'entendez très bien, c'est parfait. Les joueurs direct, hein, vous voyez les gens apparaître comme ça. Ouais. Voilà. C'était la grande inconnue, il est là, c'est parfait. Ouais, je suis là. Alors, je suis pas chez moi, hein, je suis dans le. Je sais pas si je devais vraiment le dire, mais je suis dans le lounge bar d'un hôtel 4 étoiles à Crans-Montana, en fait. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour dans ma vie, tu vois, de faire un live à propos de la création d'associations dans le milieu du jeu de rôle francophone dans un hôtel de ce type. Mais bon, le hasard s'est présenté comme ça. Merci à toi d'être parmi nous, Benjamin. Donc Benjamin qui parlera plus en détail de la partie suisse. C'est cela, ouais. Et donc, juste pour en revenir, Max, tu nous finissais de te présenter. Oui, voilà, j'ai bossé avec plusieurs ASBL, essentiellement dans le monde du jeu de rôle grandeur nature, mais c'est un peu la même chose puisque ça reste ce qu'on appelle des ASBL, des associations sans but lucratif. Donc je pourrais les citer soit maintenant, soit tout à l'heure, je ne sais pas quel est le mieux pour le format. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et depuis 2020, je soutiens la FFJDR avec son activité le Roll Event pour faire parler de nos activités qu'on fait en commun, mais surtout pour aider l'association Hopi Clown. Et en même temps, je suis créateur de jeux de rôle et donc je m'amuse. Voilà. Super. Ben, merci à toi. Alors Benjamin, vu que tu viens d'arriver, tu es puni, vu que c'est toi qui vas devoir te présenter. Donc en 2-3 minutes, voilà, si tu peux te présenter du côté rôliste, quel est ton parcours et parler peut-être rapidement des associations dans lesquelles tu es ou as été au niveau du jeu de rôle en Suisse. Alors, au niveau du jeu de rôle en Suisse, moi j'ai commencé le jeu de rôle, enfin j'ai découvert la pratique rôlistique avec l'EGN en 2005, j'avais 20 ans. Et ensuite, je suis passé très rapidement aussi au jeu de rôle sur table. Et en gros, ça aboutit à une première création d'association qui s'appelle l'Hydre en 2007. Une association qui est basée sur Morges, non loin de Lausanne. Et puis ensuite, on a créé une seconde association, quand même 12 ans plus tard, en 2019, qui a été le studio 4D2. Alors moi, j'ai pas véritablement de parcours dans le jeu de rôle lié à la création, au monde de l'édition, mais plutôt justement en tant qu'actif dans des associations, quoi. Voilà. Super, merci à toi. Et donc, toi, Gérard, qui est de Suisse, qui es-tu? C'est le Luxembourg pour moi. C'était Benjamin. Ouais, la Suisse, c'est moi. Voilà, moi, je suis glissé dans l'univers fantastique à travers Magic. Donc, je crois que c'était 93, 94, quelque chose comme ça. Mais bon, les boutiques qui vendaient Magic, c'était les mêmes qui vendaient les jeux de rôle. Donc, c'est à ce moment-là où on s'est demandé, c'est quoi ces drôles de livres que le gars vendait. Et donc, je pense que c'est en 84-85 qu'on s'est mis au GDR. C'est à ce moment-là aussi qu'on a créé un club pour pouvoir faire la location d'une salle de la commune
parce que ça se prêtait pas aux gens privés, quoi. Et donc ce club-là, il existe toujours sous un autre nom, c'était la Magic Association et maintenant c'est la Science Fiction Fantasy Society. Et puis voilà, moi j'ai fait mon petit parcours avec des tournois Magic, des parties, des campagnes de Donjons et Dragons, du Vampire, tout ça. On a fait du GN aussi. Je me rappelle très bien qu'on a fait un GN tutti rikiki en 97, un autre en 18, et on a découvert un peu le monde de GN en Allemagne à la fin du millénaire, quoi. Je me rappelle très bien que j'ai loupé la séance des diplômes au lycée parce que j'étais en GN en Allemagne en 2001. Et voilà, donc on a fait des activités avec l'équipement GN, on fait une convention sans jamais perdre de vue que voilà, on est tous joueurs, on a tous commencé avec soit Magic, soit Donjons et Dragons, soit Vampire, soit quoi que ce soit comme JDR, et ça fait toujours partie de ce qu'on fait chez nous. Bah écoute, super, merci à toi Gérard. Alors dans le premier live que j'avais fait, moi je parlais de la création justement d'une association en France. Donc pour un rappel très rapide, nous, si on prend le côté France de l'intérieur, donc c'est-à-dire France hors Alsace-Moselle, on est sur 2 personnes qui peuvent constituer une association. Sur un dépôt de statut en préfecture, en Alsace-Moselle, on va être 7 et on va être au tribunal d'instance. Bon, je vais vous passer les détails précis au niveau des statuts, puisqu'il y a aussi des différences. Donc, au niveau de vos pays, comment ça se passe justement quand on veut créer une association? C'est quoi le nombre de personnes? C'est quoi un petit peu les démarches administratives voilà, qu'il faut faire pour toi, Max? Ça se passe comment en Belgique? Bah, merci de me jeter la patate chaude. Voilà, bah, écoute, eh bien, déjà, la Belgique est un État avec des lois, donc je vous rassure, il y a tout un chemin à faire. Alors, les conditions de création d'une association sans but lucratif, c'est son bas. Premièrement, il faut être au minimum 2 personnes. Ça, c'est le plus important. Ça a changé parce qu'il y a encore quelques années, il fallait être 3, mais beaucoup de gens ont eu des soucis parce qu'il fallait absolument être 3. Notamment, c'était des postes obligatoires comme trésorier, secrétaire et président. Et maintenant, il y a plus le président et le trésorier qui doivent être nommés. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on doit trouver le but social. Donc, c'est-à-dire que le but de l'association doit être un caractère social et non enrichir les membres fondateurs. Donc, les membres fondateurs ne peuvent pas s'enrichir, mais il y a une petite astuce et qui est assez intéressante, c'est que par contre, il y a certaines ASBL dont les membres fondateurs reçoivent un salaire, en tout cas, si c'est bien précisé dans le cadre de cette ASBL. Et je pense notamment à nos amis qui fabriquent les armes de jeu de rôle, qui passent également par statut ASBL, et qui comme ça peuvent se rémunérer. Ensuite, troisièmement, l'association doit avoir un siège social. En d'autres termes, c'est l'adresse qui figure sur tous les documents administratifs de l'association. Donc, il faut un lieu où se dérouleront également les réunions, mais il est possible de dire que les réunions, par exemple, vont se dérouler en ligne, puisque c'est assez moderne maintenant. Dire, voilà, une fois par mois, se réunit en ligne, il y a un Discord. Tu peux aussi préciser ce genre de choses. Alors, une fois que les statuts ont été rédigés, donc il faut l'acte de présence des fondateurs de l'association, ou un acte signé par un notaire. Donc là, ça devient très sérieux, parce qu'il y a aussi des associations qui sont internationales. Mais ça peut être très intéressant si jamais vous voulez faire une association de jeux de rôle internationale, par exemple, ou une association de fans de jeux vidéo, ou même carrément... Ouais, non, pas un autre exemple, ça sert à rien, j'ai donné 2 exemples, c'est bon. Et dernièrement, voilà, tu peux effectivement, et ça c'est très important, c'est la dernière chose à faire, aller publier sur le compte du Moniteur belge. Le Moniteur belge, c'est le journal officiel de l'État. Et là, effectivement, il y aura un coût et tu as un formulaire spécial que tu peux trouver sur Internet et que tu dois remettre au greffier du tribunal de commerce. À partir de ce moment-là, ça s'est constitué. Et il faut savoir qu'il n'y a pas l'obligation d'avoir un compte. Je sais que dans certains pays, c'est le cas, un compte en banque, parce que certaines associations, par exemple, font encore des cotisations avec une petite caisse, comme les associations de quartier. Voilà plus ou moins comment est-ce que ça fonctionne. Et aussi,
ton ASBL ne peut pas dépasser les 25 000 €, sinon elle va devoir commencer à payer des frais de droit patrimoine et elle risque d'avoir un impôt plus important. Mmh. Voilà. Sinon, si tu ne dépasses pas ça, tu n'as normalement pas d'impôt à payer et comment dire, c'est essentiellement quelque chose d'important puisque les ASBL dans le monde du jeu de rôle sont très petites. Mmh. Et je peux vous en citer ici en Belgique puisqu'on en a quelques-uns, on en a 13. Et elles ont toutes des fonctionnements différents. Certaines vont fonctionner avec des droits de table et en fonction de ce qui a été consommé, on te rend l'argent du reste. Certaines vont fonctionner avec un petit paiement à faire pour l'inscription, genre 2 € pour venir jouer. C'est ce que font des amis le pays du Dénoir qui est assez connu en Belgique. Et tandis que d'autres, c'est paiement par mois d'une petite cotisation. Voilà les 3 manières que tu as. Et alors, je les cite vite. Ceux qui ont passé, je vais dire, l'acte notarié ou qui ont déposé les statuts. On a Fumble Asylum à Liège, l'Étoile et la Licorne à Antoing, Guide de l'Opale Noir à SBL du côté de Charleroi, les Portes de Salem à Bruxelles, les Seigneurs du Chaos à Bruxelles, la Guilde des Fines Lames qui, elle, est à Liège, les Forgeurs de Rêves qui est quelque part en Wallonie, mais je n'ai jamais compris où ils étaient. Ensuite, on a Trolls and Roll qui sont dans le Luxembourg. On a le collectif de l'Orbe qui sont entre la France et la Wallonie. On a les Imaginautes qui sont du côté de Louvain-la-Neuve. On a Gobelins et Gremlins qui sont du côté de Namur. On a un club à Nivelles. On a le Pays du Dénoir que j'ai déjà cité qui est à Charleroi. On a Lord of Darkness qui est à Braine-l'Alleud. Et bref, à part ça, il y a aussi beaucoup de maisons de jeunes, donc qui dépendent des communes qui organisent des jeux de rôle sur table. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, et ça peut être intéressant si vous ne voulez pas faire une ASBL, vous pouvez passer par la commune, qui là, dans ce genre de cadre bien spécifique, va organiser les choses pour vous. Et c'est plus ou moins gratuit. Vous pouvez parfois avoir des aides quand vous êtes à la maison des jeunes, financières ou matérielles. Mmh. Voilà, j'ai brossé assez vite, j'espère que ça a été. Bah écoute, merci à toi. Alors, avant de passer la parole à Benjamin, je rebondis juste sur une chose. Tu parlais de 25 000 €. Donc, c'est le budget de l'association qui doit être inférieur à 25 000 Oui. €, c'est ça? Tout à fait annuel, sinon tu vas devoir payer des droits patrimoniaux. Et de toi à moi, personne n'a jamais dépassé ce montant dans le jeu de rôle. En C'est des France petites aussi, je pense cotisations. une association de jeux de rôle ne dépasse pas ce budget. N'hésitez pas aussi, hein, Benjamin et Gérard, si vous voulez Ouais. rebondir, hein, évidemment sur ce que dit Max. Il y a juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut une assemblée générale par an également. Pour que ton ASBL fonctionne correctement, il te faut une assemblée générale par an. Mais ça, je pense que c'est comme ça dans tous les pays. Ça concerne, je pense, effectivement tous les pays. Et toi, donc, Benjamin, en Suisse, comment ça se passe? Alors, la Suisse, c'est un pays qui est extrêmement libéral hein, par essence. Donc, en fait, on a un cadre légal et réglementaire pour la création d'associations qui est extrêmement libre. En gros, il y a à aucun moment, à peu de choses près, le pouvoir judiciaire, par exemple, rentre en ligne de compte avec la création d'une association. Une association en Suisse, elle se constitue en fonction des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Puis en gros, elle a pas véritablement, il y a pas de moment, par exemple, où on doit aller déposer nos statuts en préfecture ou passer devant un tribunal de première instance, comme ça peut être le cas dans d'autres pays d'Europe. En fait, il y a une autre forme juridique qu'on appelle la fondation en Suisse, qui là, ces statuts doivent être déposés devant notaire. Alors là, c'est un autre, enfin c'est vraiment tout autre chose. Mmh. Mais pour ce qui est des associations en Suisse, elles vont aussi payer des impôts à partir du moment où elles ont une somme forfaitaire, sauf erreur. Je suis pas certain de ça. Je sais que les clubs de montagne en Suisse, qui sont des très grosses associations, par exemple, payent des impôts, mais elles ont des patrimoines suivant les cas qui se montent à plusieurs dizaines de millions de francs suisses. Donc fatalement, là, on paye des impôts, quoi. Ça, c'est clair. Mais les associations de jeux de rôle, nous, quand on a créé les associations, enfin moi j'en ai créé 2 dans le monde du jeu de rôle, une autre dans le monde de la promotion culturelle. Ça nous prend, enfin on peut être 2, 3 amis à la table d'un bistrot et on peut plier ça en quasiment 30 minutes, quoi. Ça va très très vite. En revanche, après tout le processus pour commencer à être reconnu par des instances, enfin c'était par exemple par les pouvoirs publics,
là, ça devient plus compliqué. Là, ça prend beaucoup de temps avant de commencer à recevoir réellement des aides ou des choses comme ça. Il faut vraiment se faire une place, se faire un nom. Mais il y a en Suisse une multitude d'associations qui se créent, qui disparaissent. Ça fait vraiment partie, on va dire, de l'ADN du corpus légal en Suisse de pouvoir fonder une assoce comme ça plus ou moins sur un coup de tête, j'ai envie de dire. En revanche, au niveau des institutions, c'est un peu la même chose que dans les autres pays européens. En gros, le pouvoir suprême, c'est l'Assemblée générale. Elle doit être convoquée au minimum une fois par année. Il y a un quorum, sauf erreur. Donc, plus de 50% des membres doivent être présents pour que l'Assemblée générale ait un pouvoir décisionnel. Et puis, en gros, c'est un peu, je pense, la même chose. Après, vous avez un comité avec généralement un président, un trésorier, un secrétaire, enfin un ou une, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est comme ça que ça marche, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Alors moi, je rebondis juste sur l'histoire du quorum. Oui, il a raison. Puisque le quorum, hein, c'est ce qui est indiqué aussi dans les. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est ça, mais normalement, le quorum, il est défini dans les statuts. Donc, Ouais. au moment où vous rédigez vos statuts, vous pouvez décider s'il faut 50%, 10%, 20% des gens. Alors, je ne sais pas si en Suisse, c'est libre ou si c'est quelque chose qui est fixé par la loi. je vais te dire tout de suite parce que là, je l'ai devant moi. J'ai devant moi les articles 60 et suivants. Assemblée générale et le pouvoir suprême convoqué par la direction. Convocation. Bref, non, en fait, je pense qu'à mon avis, tu as raison. La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre de par la loi lorsque le 5e des sociétaires en fait la demande. Il y a en fait un certain nombre de dispositifs qui sont généralement des contre-pouvoirs, qui permettent aux membres, par exemple, de solliciter une assemblée générale si, par exemple, ils considèrent que le comité commence à avoir une attitude qui est pas cohérente par rapport au but visé ou autre. Il y a des jalons comme ça, mais effectivement, on pouvait décider, sauf erreur, d'avoir un quorum, par exemple, à 60% des membres plus un, ou enfin, il y a des tas de choses qui sont modulables, quoi. Mais je pense que la Suisse, c'est un des meilleurs pays au monde pour créer une assoce en. On va venir en Suisse. On va venir en Suisse. Ça va être un sujet de vidéo, ça. Quel est le meilleur pays pour créer son association? Après, il y a aussi le côté administratif, mais il y a aussi le côté subvention, je pense, et le côté aide qui pourrait rentrer. Comment obtenir le remboursement de vos dés en Suisse? Ça pourrait être bien comme ASBL. Ah. Est-ce que c'est bon pour toi, Benjamin? Ouais, pour moi, en tout cas, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Après, si vous avez encore d'autres questions, j'y réponds volontiers. Je propose que Gérard nous réponde aussi comment ça se passe au Luxembourg, la création d'une association. Bien sûr. Donc, je pense que un peu tout a été dit. On passe pour nous. Je sais que le club dont je fais partie a été créé en tant que club tout simple. C'était un peu club des jeunes. On savait pas beaucoup quoi faire, mais ça avait déjà une base dans les statuts. Donc, il y avait des statuts qui ont été acceptés par le bourgmestre, par exemple, pour nous. Et on a eu un feedback sur 2-3 points qui devraient être changés. Quand on est passé en ASBL en 2014, on a pris ça comme base, les rôles normaux qu'on a dans ce genre de club, président, secrétaire, trésorier, vice-président, tout ça. Mais pour le reste, voilà, l'Assemblée générale qui est un peu l'organe ultime. Même chose avec les membres qui peuvent demander une assemblée générale extraordinaire pour discuter de où va la SBL. Pour nous, c'est l'enregistrement qui est un peu différent, je pense. En 2014, il existait encore un guichet où on déposait les statuts avec un formulaire qui était à remplir pour les détails des personnes à force de décision dans le comité. Et donc, on rentrait ces infos-là, la copie d'une carte d'identité pour les membres du comité et les statuts.
Là, on est passé en mode digital, donc c'est le Luxembourg Business Registry, le registre du commerce luxembourgeois, quoi. On envoie tout ça par email, donc on a les formulaires en ligne, on les remplit digitalement, on attache les statuts, les copies des cartes d'identité, tout ça, pour faire valider tout ça. Et je me rappelle que la semaine dernière, on faisait encore une blague parce que on connaît personne qui a déjà fait approuver son association au premier tour sans avoir un retour du bureau pour dire va falloir changer ceci ou cela, et donc ou il y a un document qui manque, ou il y a un petit onglet qui doit être cliqué, tout ça. Mais c'est digital, donc on peut, comme Benjamin vient de dire, on peut très bien se mettre autour d'une table dans un café à 3, utiliser les statuts exemples qui sont en exemple sur Internet, changer un peu le nom, les membres, l'objectif de la sauce, et voilà, renvoyer tous les documents. Si je me rappelle bien, ça coûte, je crois qu'on parle autour des 25 € pour l'enregistrement initial. Et après, pour faire la mise à jour des documents, si le comité change ou si quoi que ce soit change, c'est 5 € pour toute mise à jour de la liste des membres, de la liste des comités, des statuts et tout ça. Et donc voilà, pour le reste, c'est un peu la même chose qu'en Belgique et en Suisse, hein, pour ce qui est du fonctionnement interne. Est-ce que j'oublie les choses? Non, le grand changement, c'est vraiment le système qui a été mis en place pour faire cet enregistrement de la sauce. On voit que chez vous, c'est beaucoup plus flexible aussi, hein, si le fait de passer en numérique. Alors là, vous avez un peu présenté chacun comment ça se passe dans vos pays. Je vois que Max lève le doigt. Vas-y, Max. Juste d'intervenir, j'ai effectivement l'un des fondateurs d'une ASBL du Pays des Noirs qui m'envoie un message. Et alors, il me fait marrer parce qu'il, vu le t-shirt, il m'a appelé Marx. C'est gentil. Mais il me dit que normalement, il existe aussi une version numérique en Belgique, mais il y a tellement de bugs qu'on doit en passer par la version papier. Donc, une histoire à la belge. Voilà, c'était pour la petite information. Bah, merci. Oui, de toute façon, en France aussi, hein, il y a possibilité, mais pareil, il vaut mieux passer par la version papier. Alors, Max avait commencé un petit peu à le faire, mais je vous propose là, pour aussi montrer justement peut-être le dynamisme et comment ça se passe dans vos pays, si vous pouvez parler peut-être du tissu associatif dans vos pays, avec peut-être, si vous avez un nombre approximatif d'associations, ou en tout cas des associations qui vous passent par l'esprit, et peut-être aussi, vu que là on est dans le domaine du jeu de rôle, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs jeux de rôle qui sont plus privilégiés au niveau des associations, c'est-à-dire les jeux de rôle en fait qui sont joués par les gens dans les clubs. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion de faire un live justement avec une personne qui habite aux Pays-Bas, qui me disait qu'aux Pays-Bas, c'était le JDR Alken qui était assez privilégié. Donc, comment ça se passe un petit peu chez vous, Gérard, vu que tu étais le dernier à parler, je te propose de commencer cette fois. Comment ça se passe au Luxembourg? Bien sûr, merci. Oui, pour un peu l'histoire des assos dans ce domaine-là, je me rappelle qu'on a créé notre association, comme j'ai dit, en 95, et il existait un autre club qui s'appelait la Guilde des joueurs fantastiques, quelque chose comme ça. Donc, il faisait beaucoup de Warhammer en tabletop, du 40 000, du fantasy, du Vampire en jeu de rôle, du D&D, tout ça. Donc nous, on était les petits jeunes à côté. Après, on a toujours poussé pour accéder au grand public. Donc on s'est fait dire, non, les gens, ils vont rigoler de ce que nous on fait. Et bon là, on a eu raison après 25 années, quelque chose comme ça. Hein. Mais voilà, on faisait un peu en parallèle à ce moment-là.
En ce moment-ci, il y a la Science Fiction and Fantasy Society Luxembourg qui fait un peu dans tout ce qui est fantastique. Donc, s'il y a jeux de rôle, soirée cinéma, rencontres littéraires, des trucs comme ça. Donc, on fait un peu dans tout. On est tous un peu issus du jeu. Donc, on s'y connaît en jeu de cartes, en jeu de société, en jeu de rôle, en GN, tout ça. Il y a le Social Gaming Luxembourg qui font plutôt dans tout ce qui est jeux de société, jeux de cartes. Ils font aussi du JDR. En fait, ils sont associés à un bar de jeux à H-Z au sud du pays qui font des séances JDR one shot. Ils la faisaient une fois par mois, mais maintenant ils ont changé sur un modèle où ils en font moins, mais ils en font chaque dimanche. Donc chaque dimanche après-midi, il y a un ou deux MJ qui vont présenter un one-shot à Esch. Il y a une autre association qui vient de se créer à Differdange, au sud du pays aussi, qui, si j'ai bien interprété leur site web, qui sont plutôt à vocation pédagogique, utiliser le jeu dans les écoles, dans les maisons de jeunes et des trucs comme ça. Après, on a la Luxembourg Fantasy Miniatures Federation qui font dans la baston sur table. Donc, ils font beaucoup de Warhammer 40 000, ils font beaucoup de Infinity, de Malifaux, des trucs comme ça. Donc, ils organisent des tournois sur ce côté-là, des rencontres avec des joueurs dans toute la grande région, un peu. Après, attends, je vais voir. Il y avait un autre club qui faisait dans la baston, mais ils ont arrêté leur activité, si je suis bien informé. Et puis, c'est comme Max a dit, hein, Troll-et-Roll, ils sont juste au-delà de la frontière au Luxembourg belge. Et il y a juste du côté de Cattenom, de l'autre côté de la frontière en France, il y a Tannelorn qui font dans tout, hein, dans la baston, dans du JDR, dans le jeu de société. Et puis Metz n'est pas très loin, Nancy n'est pas très loin. Et de même Trèves et Saarbrücken en Allemagne ne sont pas très loin. Donc il y a des assos dans le coin qui font dans ça. Après, il y a encore des joueurs de rôle qui sont centrés sur un magasin, à Mersch, et en fait ils font une séance Donjons et Dragons 5e édition à peu près tous les semestres. Ils en ont fait un juste avant Noël. Ils en avaient fait un en juin, je veux dire, l'année passée. Et c'est exclusivement du 5e édition parce que c'est des gens qui ont commencé dans les dernières 5 années. Et ils font 25 € par joueur par table. Donc, je ne sais pas s'ils rendent la monnaie si les gens viennent, mais je sais ils nous ont parlé de voilà, il faut vraiment que les gens réservent avec de l'argent pour qu'ils viennent. S'ils réservent et n'ont pas payé, ils vont se dire bah non, j'ai pas envie, je vais pas y aller. Tandis que si on a mis de l'argent sur la table, la motivation est bien plus haute, bien plus grande pour y aller, hein, pour se joindre à ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Super, merci à toi Gérard. Et toi Benjamin, comment ça se passe en Suisse? C'est quoi un peu le tissu associatif du jeu de rôle? Le tissu associatif du jeu de rôle en Suisse, il est un peu, on va dire qu'il est particulier, c'est-à-dire que, enfin, il est essentiellement de ce que moi j'ai pu observer en tout cas, et des gens que je connais, il est axé autour du GN surtout. Donc on a en termes de membres, je crois qu'en Suisse romande, une des plus grosses, c'est le Lead. Enfin moi, je vous parle pas trop pour la partie alémanique, que je connais pas bien et qui représente quand même à peu près plus de 5 millions et quelques de personnes en Suisse, donc largement plus que la moitié des habitants, et que je saurais pas vous dire en fait comment ça se structure là-bas. Mais pour la partie francophone, en gros, on a une grosse assoce justement sur Morges, l'Hydre, qui a, je crois, un peu plus de 110 membres et quelques. Et puis après, on a SME, en fait. Il y a plein d'autres associations en Suisse romande. Et puis, au niveau du jeu de rôle sur table,
coup sûr. Il y a en tout cas un club à Lausanne qui s'appelle le Space Fridge, qui est là depuis 25 ans. Il y en a un autre à Genève qui s'appelle la Horde. Et puis, il y en a encore, il y a les Orques Reluisants, sauf erreur, à Martigny, en Valais. Enfin, il y a quelques clubs comme ça. Et puis, autour du Wargame, là, je trouve qu'il y a plus de choses. Mais je pense qu'en Suisse, la plupart des rôlistes n'ont pas tellement l'habitude de jouer en club, comme c'est le cas pour la France. Je sais qu'il y avait je crois qu'en France, c'est quoi, 600 clubs, ou je sais plus, en tout cas, c'est ce qui se disait il me semble, fin des années 90. En Suisse, la plupart des rôlistes, je pense, jouent quasiment pas en club. Alors, c'est peut-être comment dire, un point négatif, parce que je pense que c'est l'occasion de rencontrer pas mal de gens quand même, le fait d'avoir des clubs, d'avoir des structures comme ça où on peut échanger. Il y en a une que j'ai oubliée et qui marche assez fort, c'est JDR Poly. C'est à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où là, en fait, autour des étudiants en sciences dites dures, il y a un gros noyau qui s'est construit en fait dans cette école, où là Raphaël Cotier était passé une fois pour faire une annonce là-bas et disait que tous les mercredis soirs ils sont quand même assez facilement 40-50 personnes dans un local qui jouent, quoi. Donc je dirais que le tissu du jeu de rôle en Suisse romande, il est structuré très fortement autour du GN, où là, il y a beaucoup d'assauts, les gens se voient régulièrement, ils organisent régulièrement des événements. Et puis, il y a quelques clubs qui sont répartis sur le territoire. Et puis après, au niveau du Wargame, j'en fais aussi un petit peu, mais alors vraiment dilettante. Et je connais pas vraiment bien comment c'est structuré, mais je pense dans quasiment toutes les villes un peu d'importance en Suisse romande, il y a toujours un club avec des gens qui font du Warhammer. Ça, c'est sûr. Enfin, maintenant, ça va plutôt être en compétitif. C'est, je crois, plutôt 9e âge à Warhammer 40 000. Donc voilà, pour la Suisse, je crois que c'est un peu l'essentiel. C'est que je pense que les rôlistes suisses sont très... jouent généralement avec leur cercle d'amis pour la plupart, quoi. Et puis la question, elle portait aussi sur les jeux de faire... C'est ça, ouais. C'est quoi le ou les JDR qui ressortent le plus en Suisse? Enfin, de ce que toi, tu connais. Alors moi, de ce que moi je connais, j'aurais quand même tendance à dire, en gros, les 2 grosses licences majeures que sont Donjons et Dragons 5e édition et puis l'Appel de Cthulhu la V7, quoi. Je pense que, enfin voilà, quoi, ça ressemble passablement, à mon avis, au tissu économique et éditorial du jeu de rôle un peu partout, quoi. C'est quand même, je crois, les 2 jeux les plus vendus, les 2 licences les plus connues. Je pense qu'après, il y a toujours 2-3 MJ qui aiment bien sortir un peu une licence un univers qui leur tient plus à cœur, comme les Nephilim ou des choses comme ça. Mais après, dans l'ensemble, je pense que ce qui marche le mieux, ça reste quand même ces 2 grosses locomotives là du milieu éditorial, ouais. Ok, super. Et toi, Max, en Belgique, tu en as déjà un petit peu parlé en nous citant les associations. Mais c'est quoi peut-être plus justement les jeux qui ressortent le plus en Belgique? Je voulais juste d'abord faire un petit retour sur quelque chose qui avait été dit. Chez nous aussi, le quorum de présence peut être stipulé lorsque tu fais l'acte fondateur. Et le quorum de vote, il y a 3 types de votes différents, à main levée, assis, debout ou par bulletin. Et ça se calcule à majorité simple, majorité absolue ou unanimité. Ce sont les 3 matières de vote. Donc ça, c'est clair aussi, et qu'on ne me dira pas que je l'ai pas sorti. Alors, pour revenir à ça, effectivement, dans la majorité des clubs de jeux de rôle, il faudrait leur demander. Mais je sais, je viens de poser la question à nos amis du Pays du Dé Noir. Chez eux, on joue essentiellement à Pathfinder. Il y a du Donjons et Dragons, ce qui est classique et qui ressort souvent. Il me marque ADC. Quelqu'un sait m'aider parce que là, mon abrégé, ça ne me dit rien. ADC Age. Ah non, c'est pas plutôt ADD? Il aurait pas fait une faute de frappe parce que... Qui te marque ça? L'appel de Cthulhu, c'est l'appel de Cthulhu. Ah, mais l'appel de Cthulhu, bien sûr, ouais. C'est l'appel de Cthulhu. Ouais. Night, évidemment, oui, ça, effectivement, ça a beaucoup de succès, Night. Et c'est tout ce qui m'a mis. Mais je ne sais pas ce qui se joue dans les autres clubs, mais essentiellement,
Oui, Cthulhu se joue, la Mascarade, Donjons et Dragons, les 3 plus joués. Ensuite, vous allez voir des petits jeux de rôle assez incroyables, comme le jeu de rôle où on peut faire un arbre. J'ai vu que nos amis à Liège de Fumble Asylum l'ont fait. Donc, il y avait une session de jeu où tu peux apprendre à devenir un arbre, savoir ce que ressentent tes racines, tes feuilles. Du jeu assez extraordinaire et alternatif. Il y a aussi du Captain Vaudou parfois qui se joue. Mais essentiellement, il y a 3 publics différents aussi dans le jeu de rôle, si je dis pas de bêtises, sinon on m'en reprendra. Vous avez d'un côté les joueurs en club, les joueurs avec les potes et les créateurs. C'est 3 publics différents. Au fait, s'intercalent un peu dans différents cercles. Parfois, on va jouer dans un club, parfois, on va jouer avec les copains, et parfois, on va à une convention pour jouer avec un éditeur ou un créateur qui sort sa nouvelle version. Genre les Ombres d'Esteren, ça j'avais vu à Trolls et Légendes. Par exemple, quand ils viennent, à chaque fois des tables qui jouent pour montrer leur nouvelle, ce qui est nouveau, ce qui sort de nouveau, et comme ça attire effectivement les joueurs pour pouvoir découvrir ce que c'est. Mais ici, essentiellement en Belgique, je le dis, il faudrait que je fasse un mail et une enquête pour savoir ce qui se joue le plus. Mais on joue dans les mêmes jeux que l'on joue dans les autres pays, excepté pour nos créateurs. Ça, il y en a un, justement, je vais le citer, puisqu'il est d'origine française, Quentin Forestier. Lui, son jeu La Couvée remporte un certain succès, ainsi que Anime Was a Mistake. Donc, ce sont 2 jeux nouveaux qui ont débarqué La Couvée il y a quelques années, et Anime Was a Mistake, c'est maintenant récent. Et ça se joue aussi énormément maintenant. Genre, on voit aussi que maintenant le public s'intéresse aussi plus au secteur indépendant que les grandes maisons d'édition, qui ont toujours du succès, hein, je dis pas le contraire, mais on commence aussi à avoir un public mature qui s'intéresse également à ce qui se fait à côté. Bah écoute, Voilà. super, merci à toi. Donc on a fait un petit peu le tour rapide de la création dans vos différents pays, du tissu associatif. Alors si jamais pour ceux qui nous regardent, vous avez peut-être des questions à poser à nos intervenants sur quelque chose dans leur pays, ou si jamais vous avez des suggestions à nous faire aussi pour des prochaines fois, puisque parmi tout ce qui a été dit, il y a quand même des choses assez intéressantes sur des discussions qu'on pourrait avoir entre les différents pays pour voir justement quelle est la consommation du jeu de rôle dans les différents pays ou d'autres choses. Ça pourrait être assez intéressant. Parmi nos invités de ce soir, est-ce que l'un de vous aimerait rajouter un complément sur ce qui a été dit? Est-ce que, comme Max, vous avez eu des illuminations ou quelqu'un vous a envoyé un message peut-être pour vous dire que vous avez oublié quelque chose? Oui, je voulais juste revenir sur les jeux joués. J'ai fait mention de D&D 5e édition parce que bon, ça c'est un pôle à Mersch. Pour le reste, je sais qu'il y a du D&D qui se joue au sud du pays aussi. Il y a du Cthulhu, il y a du Pathfinder aussi qui se joue plutôt entre amis. Je sais que quelques groupes sont actifs sur du Pathfinder. Après, c'est plutôt expérimental pour les séances de dimanche. Donc il y a du Cthulhu, il y a je sais qu'il y a un groupe qui a joué à du Morkborg il y a 2 semaines de ça. Et donc, ouais, ça change, ça dépend toujours. Mais oui, c'est assez divers. Je ne sais pas s'il y a un groupe qui joue à la mascarade ces jours-ci. Je ne sais pas si les jeux de rôle francophones sont très très représentés. Parce que quand je regarde le groupe Pen and Paper au Luxembourg, c'est plutôt dans le D&D, c'est plutôt dans les comment dire dans les jeux de rôle qui sont un peu plus établis, un peu plus mainstream. Donc ouais, voilà pour cet aspect-là. Merci à toi, Gérard. Benjamin, tu as